record, aquí está. Entonces, partes de vacaciones o vas de vacaciones, ¿a dónde? Entonces sería, vous partez en vacances quand? Ah, perdón, ¿verdad? Le está preguntando a dónde, no cuándo. ¿Cómo se pone? Ahí está. Okay. Entonces, ¿es que tu connais Sugimoto? ¿Cómo sería aquí? Sin el es que. Tu connais Sugimoto. Así es, ¿tú conoces Sugimoto? Ni Sugimoto, ok. Muy bien. Ok, se fijan, pues no tiene pues mucha ciencia, la verdad, es nomás ponerlo y quitarlo. Y si tienen una interrogativa, manden la interrogativa al final de la oración. Así de simple. Eso es tan pequeña esta sección, la verdad, no hay mucho que verle. Pero igual, si tienen alguna duda, adelante, ¿eh? Entonces. Como por decir en esta parte, en la primera y en la tercera, bien, llevan cuándo, ¿no? Y dónde. Ajá. Nada más aplica como para cuando inician en estas, con cuándo y dónde. Así es, exactamente la interrogativa nomás. Si va a ir un es que y va a haber una interrogativa, la interrogativa debe estar en primer lugar. Si no hay un es que, la interrogativa debe ir al final de la oración. Así son las reglas del francés, no le buscan mucho tampoco. Ok, merci. Es algo histórico, porque en latín se preguntaba, ¿no? Dovinis es tú partire, ¿dónde vas a partir? Es que tú vas a partir. Y ya, partir es tú dovinis, ¿no? ¿A dónde vas a partir? Partes a dónde, ¿no? Así se preguntaba en latín, por cosas de allá. Pero pues nosotros no lo agarramos, así que no importa. 16. C'est observer la tableau, puis écrivez des questions avec est-ce que. Y aquí nos vienen, ¿no? Entonces, observa la tabla, después escribe las preguntas con est-ce que, con el est-ce que. Interroger avec est-ce que, interrogar con est-ce que. ¿Ok? ¿Quién quiere leerla avec la entonación? Moi. ¿Ok? Tu aimes les vins rouges? Les vins rouges. Les vins rouges. Muy bien. Tu aimes les vins rouges? Muy bien. Ok. La siguiente. Vous allez où? Où est-ce que vous allez? Julia arrive quand? Arrive. Arrive. Quand est-ce que Julia arrive? Il chante comment? Comment est-ce qu'il chante? À quelle heure on arrive à Paris? À quelle heure est-ce qu'on arrive à Paris? Pourquoi tu ne viens pas avec moi? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec moi? Muy bien. Ok, aquí, justo como lo pronunciaste aquí, así es como se pronuncia. Ok, así intenta pronunciarlo más así como un golpe alargado, ¿no? Como así. Ok. Y nomás te faltó la aleación, acuérdate de pegar la última letra con la siguiente si es vocal. Si es vocal, vous allez où, ok. Ya de ahí en fuera muy bien. ¿Alguna duda ahorita con el uso del es que? Merci, no. No, ok. Tú bien, ok. Entonces, ¿cómo sería, no? ¿Tú connais mon frère? ¿Cómo sería con es que? Est-ce que tu connais mon frère? Muy bien.
Ok. Tu vas à ton cours de français à quelle heure? ¿Cómo sería con est-ce que? Est-ce que tu vas en ton cours en français à quelle heure? No, acuérdense, igual que aquí, ¿a quelle heure? Entonces, ¿a quelle heure es que tú vas a ton cours de francés? ¿A qué hora vas a tu curso de francés? Acuérdense que cuando hay una interrogativa de cómo, cuándo, dónde, cuál, por qué, siempre se va a poner al principio si va un est que incluido, ¿no? Entonces, ¿a quelle heure? Perdón. ¿A quelle heure? Est-ce que tu vas à ton cours en français? Exactamente. Tu vas à ton cours de français. Ok. Muy bien. La tercera, il habite où, Emmanuel? Adelante, quien quiera, o por mensaje, si quieren escribir. Où est qu'il habite, Emmanuel? Ajá, où est-ce qu'il habite, Emmanuel? Muy bien, así es. Où est-ce qu'il habite? Aquí está. Vous vous appelez comment? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo sería con el est que? Comment est-ce que vous voulez appeler? Ajá, muy bien. ¿Cómo es que usted se llama? Vous vous appelez, muy bien. Ok. Y ya la última, ¿pourquoi tu veux charger l'argent? Porque tú quieres cambiar el dinero. ¿Cómo sería? Pourquoi est-ce que tu veux changer de l'argent? Argent. Tiens. Tu veux changer de l'argent. Si quieres cambiar el dinero, no, pues me lo robé. Bueno, pues. Ok, muy bien. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No se les hace complicado? Ok. Très bien. Ok, vamos a continuar. ¿Y chante comment? No, pues no sé. A ver. Ok, vamos a ver el verbo saber ahora. ¿Quién quiere leerlo? Sus conjugaciones. Andrea, Aileen, Daniel, Iker, Livia. Moi. Ok, Bueno. adelante. Je sais, tu sais, il, on sait, nous savons, vous savez, savez. Sabe, muy bien. Ils saben. El saf. Ok, muy bien, savoir. Je sais, tu sais, il, on sait, nous avons, vous avez, il savent. Y ya, pues el pasado, pues que sería el pasado composé, je suis. He sabido, ¿verdad? Saber, tú sabes, yo sé, tú sabes, él sabe, nosotros sabemos, ustedes saben, ellos saben. Ok. Perfecto. Entonces, imaginez des questions avec l'intonation ou avec est-ce que. Entonces,
Imaginen preguntas con la entonación o con es que. Exemple. Pourquoi est-ce qu'il pleut? ¿Por qué llora? Bueno, porque ella llora, ¿verdad? Porque es que ella llora. Je ne sais pas. Yo no sé. De aquí es donde viene el español, el sepa, de ahí lo sacamos del francés. Pero creo que solo se usa en México, así que no sé. Entonces, aquí, ¿cuál sería la pregunta que harían? ¿A quelle heure est-ce qu'ici tu vas? Exactamente. Ahí donde está el... Aquí está. ¿A quelle heure? Puede ser a qué hora es, a qué hora es que sí. ¿A qué hora es? Más fácil. Aquí, ¿qué preguntarían? Où est-ce qu'ici l'habite? U es que sé. Acuérdate, o U se lee como U. U. U es que sé la adresse, ¿no? Pues es una dirección. ¿Dónde es que es la dirección? Okay. Pues calle de Rennes, número 149. Okay. U es que la adresse. Aquí. ¿Qué preguntarían? Est-ce que c'est vous hiver? Bueno, aquí creo que simplemente es, bueno, es que vous pouvez m'aider, podría ayudarme. También podría ser eso, sí. Es que vous pouvez m'aider. D'accord, avec plaisir. ¿Aquí qué preguntarían? Est-ce que c'est que tu fatigué? No, sería pourquoi, ¿no? Y la respuesta sería fatigada. Entonces, lo lógico sería como, no sé, ¿por qué no quieres ir? ¿Por qué quieres dormir? ¿No? Algo así, ¿no? Que represente cansancio. Bueno, vamos a decirle pourquoi es que... ¿Cuál que tú ne veux pas sortir, ¿no? Porque no quieres salir. Parce que je suis fatigué. Muy bien. Y ya la última. ¿Qué le preguntarían?
Ujú. ¿Qué le preguntarían ahí? ¿Sí? Ujú. Puede ser, come que tú t'appelles. Command, ajá. Command es que vous appelez, ¿no? Porque si se fijan le está diciendo hasta el apellido. Ujú. Entonces, command es que vous appelez. Ok, muy bien. Muy bien, pues bastante sencillo, ¿verdad? No tiene muchas complicaciones. Ok. Ah, mm, ok. Bueno, pues. Bueno, lo voy a dejar para el rato. Ahorita, que son los demander et indiquer l'heure. Et indiquer l'heure. Entonces, preguntar y dar la hora. Bueno, ahorita al rato lo vemos. Quiero, más que nada, practicar con un pequeño video. Vamos a poder ver. Bueno, tengo de impactos sociales y ambientales de nuestras vestimentas, de nuestras ropas. No sé si les interese o prefieren ver otro video. Oui, c'est bien. Ok, ¿se va bien? Parfait. Okay. Muy bien. Aujourd'hui, on va parler de l'industrie textile. On va en faire un petit état des lieux, qui produit les matières premières, qui fabrique les vêtements, qui les achète, et quels sont les impacts sociaux et environnementaux. Et j'aimerais également vous parler d'Asphalt, qui sponsorise cette vidéo. Asphalt, c'est une marque de vêtements qui essaie justement de réduire l'impact de sa production. Et elle utilise plusieurs moyens pour y arriver. Déjà, ils conçoivent tous leurs vêtements à partir des réponses de leur clientèle à des questionnaires. Le but, c'est de savoir exactement ce qu'attend le client. Donc ils vont répondre à un besoin et ne vont pas en créer un nouveau. Ensuite, ils utilisent le système de la précommande, donc ils ne produisent que ce qui a été précommandé. Le résultat, c'est qu'ils ne font pas de surproduction. Et ça réduit forcément l'impact environnemental puisqu'il n'y a pas d'invendus qui finissent à la poubelle. Et eux, ça leur permet de réduire leur coût de production et donc de réduire l'impact sur le prix final du produit. Bueno, pues está irónico, su sponsor, el patrocinador de este video, es una tienda de ropa, pero va a hablar sobre todo el mal que produce la ropa. Bueno, según él está diciendo que esta marca es súper responsable, no tiene impacto ambiental, bla, 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 pero pues bueno, ni cómo creerle, ¿verdad? Digo, eso no se ve para nada ecológico. Ok. Empieza ya a hablar por aquí. Ok. Temporel, comme ce t-shirt. L'objectif, c'est qu'on puisse les porter pendant des années. Et ça permet de réduire la consommation globale de vêtements, qui, vous allez le voir dans la vidéo, est une vraie problématique sociale et environnementale. Sur leur site internet, vous verrez aussi qu'Asphalt s'est engagé à assurer la traçabilité de leurs produits. Vous pouvez voir où sont effectuées les différentes étapes de production et si elles respectent des labels de qualité ou non. Ok, pues la marca según te dice todo el proceso de dónde sacó los materiales para hacerte la ropa, que según son reciclados, etcétera, etcétera. Bueno, suena interesante, pero quién sabe hasta qué punto será cierto, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí toda la ropa es, bueno, al menos de esta marca, debe ser reciclada? Pues, según yo, el problema más que el material es los químicos que usan para pintarla, tienen buena parte del Sí, porque se tiran al agua, ¿verdad? Exactamente. Más allá que la material como hilo que dicen que también es por sí mismo Sí, y aparte, sin olvidar el agua que consumen, pues, o sea, sí, para poder crear la ropa. Sí, justo. Exactamente. Vous avez également une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'eau et d'énergie par vêtement. Alors Asphalt ne prétend pas être parfait, évidemment on peut toujours faire mieux, mais en tout cas c'est une marque qui tente des choses pour essayer de modifier nos usages de consommation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil à leur site internet, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Voilà, un grand merci à eux pour leur soutien et on enchaîne tout de suite avec la vidéo.
Alors, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de l'industrie du textile et des vêtements. Le but, c'est de donner un peu un état des lieux, donc qui produit les matières premières, qui les achète, où sont fabriqués le fil, les tissus et les vêtements, et bien sûr, quels sont les impacts sociaux et environnementaux. Pour commencer, voici un schéma qui représente la chaîne de production simplifiée d'un vêtement. Et vous le voyez, la première étape concerne évidemment les matières premières. Et ce graphique représente les types de matières premières utilisées pour produire du fil dans le monde en 2018 et la part qu'elles représentent dans le total. Deux types se dégagent nettement, le coton et surtout le polyester qui est une matière synthétique. Vous voyez maintenant sur la carte les principaux producteurs de coton. La Chine et l'Inde arrivent largement en tête, suivis des États-Unis, du Pakistan et du Brésil. Et vous voyez également les principaux exportateurs de fibres en polyester. On trouve encore en première place la Chine, suivie de la Corée du Sud, et loin derrière, la Thaïlande, l'Inde et l'Indonésie. Alors le polyester n'est pas une matière première à proprement parler, c'est une matière synthétique dérivée surtout du pétrole, et en l'occurrence la Chine, qui est la première exportatrice, se fournit en pétrole essentiellement dans les pays du Golfe. Ces matières premières sont ensuite utilisées pour produire des textiles. Cette phase comprend essentiellement la filature, le tissage et la teinture. Et au final, les premiers exportateurs de textiles en 2019 sont encore une fois la Chine, puis l'Inde, l'Allemagne, les États-Unis, la Turquie, mais vous voyez que la Chine est vraiment très loin devant. Elle a exporté pour 120 milliards de dollars en 2019 contre seulement 17 milliards pour l'Inde, deuxième du classement. Et pour finir, les plus gros exportateurs de vêtements, donc de produits finis, sont la Chine, puis le Bangladesh, le Vietnam, l'Italie, l'Allemagne, l'Inde. Mais encore une fois, la Chine est très loin devant puisqu'elle a exporté pour 151 milliards de dollars de vêtements en 2019 contre seulement 33 milliards pour le Bangladesh qui est deuxième au classement. Donc on est finalement sur un schéma connu, des pays asiatiques, essentiellement la Chine, produisent des vêtements bon marché dont une bonne partie est exportée vers les pays développés, essentiellement occidentaux. Mais l'Union européenne est également une grande productrice de textiles et de vêtements, qui se situe plutôt en milieu et haut de gamme, donc plus cher. Elle a exporté pour 136 milliards de dollars en 2019, marché intérieur et extérieur compris. Le problème avec l'industrie du textile, c'est que les exportations, et donc la production, ont littéralement explosé au début des années 2000, vous le voyez sur ce graphique. Et c'est au moins en partie dû à la fin d'accords internationaux portant le nom d'accords multifibres, ou AMF. Les AMF sont des accords bilatéraux mis en place à partir de 1974 entre les pays en développement et les pays développés. Le but était d'imposer des restrictions et des quotas sur les textiles et vêtements qu'il était possible d'importer depuis ces pays en développement, et ainsi de protéger les industries textiles des pays développés face à la concurrence. Mais ces accords ont été progressivement supprimés à partir de fin 1994 jusqu'en 2005. La suppression de ces accords a largement profité à la Chine, qui a donc pu progressivement augmenter ses exportations, essentiellement vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Ça a forcément lourdement impacté les industries textiles des pays développés, et la production en masse de vêtements bon marché a permis également aux marques de multiplier leurs collections. Si elles proposaient souvent 2 collections dans le passé, une été et une hiver en gros, elles ont pu en proposer beaucoup plus, jusqu'à une 20aine par an. Et finalement, c'est surtout cette explosion du volume de production, en essayant toujours de réduire les coûts, qui a fait de l'industrie textile un secteur à risque en termes d'impact social et environnemental. Alors cette industrie a souvent été pointée du doigt pour les conditions de travail imposées aux employés. Et on a surtout en tête les usines de filature ou de tissage. Mais le problème en fait survient dès la récolte des matières premières. Le secteur du coton est particulièrement touché. Selon un rapport du Global Slavery Index, le Bénin, le Burkina Faso, la Chine, le Kazakhstan, le Pakistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan sont des pays comportant des risques en termes d'esclavage moderne dans le secteur du coton. Le rapport d'Amnesty International de 2016-2017 indique également qu'au Turkménistan, les autorités ont recours au travail forcé dans les champs de coton. Certains salariés du secteur public sont réquisitionnés pour la récolte et doivent atteindre des quotas sous peine de perdre leur emploi. Et pour atteindre ces quotas, ces travailleurs forcés sont parfois aidés par leurs enfants. En Inde, une étude menée en 2014 et 2015 s'est intéressée à la part des enfants dans les employés travaillant dans les champs de coton. 396 champs dans 72 villages répartis entre 5 États indiens ont été visités. La part des enfants de moins de 14 ans travaillant dans ces champs atteint en moyenne presque 25% et grimpe à presque 29% dans les États du Karnataka et du Rajasthan. Mais plus globalement, en plus de l'Inde, une quinzaine de pays utiliseraient des enfants dans les champs de coton à une large échelle en 2020 selon l'US Department of Labor. Alors ensuite, effectivement, les usines de production de textiles et de vêtements, particulièrement dans les pays en développement, sont également visées. Vous voyez sur la carte les pays accusés d'utiliser des enfants dans la confection de textiles ou de vêtements, ainsi que ceux accusés de travail forcé. Et ces données viennent également de l'US Department of Labor. Donc vous voyez que dans toutes ces catégories, finalement, tous les pays en développement producteurs de coton ou de textiles sont touchés.
On va faire un focus sur l'Inde pour ce qui est des usines de production. Une étude publiée en mai 2021 s'est intéressée aux conditions de travail et de recrutement des employés des usines de filage dans l'état du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. Ont été interrogés 725 employés de 29 usines implantées dans 9 districts de l'état. La première chose que nous disent les auteurs, c'est qu'il a été difficile de parler aux employés, car un bon nombre d'entre eux, en dehors des heures de travail, Ok, que más o menos han entendido hasta ahorita. ¿O se les hace que habla muy rápido? Sí se entiende un poco. Ok. ¿Y qué han entendido, más o menos? Habla de la producción de los textiles, los países más representativos en el área de producción, algunos ámbitos difíciles que se sufren en este mismo proceso de elaboración. Y creo que más. Sí, hasta ahorita sí. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? A mí sí me parece que habla bastante rápido, o bueno, no sé si rápido o diferente, sí me cuesta seguir, pero de todas formas sí se entienden. Bueno, más que nada cacho palabras y frases cortas, Sí. pero bueno, con el video creo que va quedando más clara la idea. También hablaba de el impacto social que tenía por el uso de niños menores en procesos relacionados a la producción de ropa. Ok, muy bien, muy bien. Sí, tiene voz ¿cómo se dice? Como si fuera un audio, ¿no? Del libro. Pero sí, sí, exactamente. Ok, sí van entendiendo la idea. Y bien, vamos a continuar. habitent des hôtels qui se trouvent dans les locaux de l'entreprise. Et ils n'ont que rarement le droit d'en sortir, surtout les femmes. L'étude précise que dans certains cas, les femmes ne sont autorisées à sortir qu'environ une fois par mois pour aller au marché. Donc vous voyez que ce premier point déjà pose un sacré problème en termes de liberté individuelle. Alors pour l'étude, évidemment, la conséquence, c'est que la majorité des répondants sont des hommes, 441 contre 284 femmes, alors que les femmes sont majoritaires dans le secteur du textile et du vêtement, en Inde ou ailleurs. Tous les répondants ont indiqué être en situation de pauvreté, raison pour laquelle ils ont accepté ce travail. Et une importante part de ceux venant d'autres États indiens travaillaient auparavant dans le secteur agricole. Mais le manque de travail les a poussés à accepter l'emploi souvent proposé par des agents de l'usine de filage venus les recruter directement dans leur village. Sur les 725 interviewés, 253 viennent de 11 autres États indiens, et les 472 étant originaires de l'État du Tamil Nadu viennent de 28 différents districts à l'intérieur de l'État. Alors il faut savoir que le Tamil Nadu, c'est grand, c'est presque 700 km du nord au sud et plus de 400 km d'est en ouest. Donc ce que ça montre, c'est que cette industrie repose beaucoup sur des travailleurs migrants, qui viennent souvent de loin, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une grande part d'entre eux vivent dans les hôtels situés dans les locaux de l'entreprise. Ils étaient 481 sur les 725 interrogés. Alors il faut savoir aussi que vivre dans ces logements est même souvent un impératif de l'employeur. 568 des 725 interviewés n'ont également signé aucun contrat de travail et seulement 7 reçoivent des fiches de paie. La conséquence, c'est que quasiment tous travaillent plus d'heures que ce qui leur avait été annoncé à l'embauche. On annonce souvent 8 heures par jour qui se transforment généralement en 10 ou 12 heures. Et ils sont également très souvent moins bien payés que prévu. Bref, en résumé, pas de contrat de travail, pas de fiche de paie, de longues journées et même une liberté de mouvement. Ok, bueno, pues aquí como dice, sin contrato de trabajo, 568 de 725 empleados y sin ficha de pago, 718 de 725 empleados. Eso quiere decir que solamente le pagan realmente a, ¿qué? 7 personas de todos los empleados que hay, y de contrato de trabajo solamente tienen a esta cantidad, lo que resta. Entonces quiere decir que, digamos, que si tú estás dentro de los 568 o los 718 no tienes seguridad de pago, te van a poner cuantas horas se les dé la gana y te pueden correr en cualquier momento. No, pues está feo, ¿no? Peor que México, no sé. Uf. Muy pesado ya en la India. Mouvement entravé, tout ça pour des salaires extrêmement bas. Ensuite, intéressons-nous à quelques-uns des impacts environnementaux de l'industrie textile. Cette industrie consomme énormément d'eau. L'exemple le plus connu est celui de la mer d'Aral. Mer partagée entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, elle a été progressivement asséchée du fait du détournement de ses principaux affluents afin d'irriguer de grandes surfaces agricoles constituées en grande partie de champs de coton, aujourd'hui surtout en Ouzbékistan et au Turkménistan.
Cette irrigation massive a débuté durant l'ère soviétique et s'est prolongée ensuite durant les années 90 jusqu'à nos jours. La conséquence a été un assèchement de la mer d'Aral. Vous la voyez à gauche en 1985 et à droite en 2020. Ne subsiste en réalité que le bassin occidental et la partie nord de l'ancienne mer. Alors, il faut savoir que l'eau, et notamment celle utilisée en agriculture... Pues sí, esto habla del gran consumo que hace esa industria. O sea, miren cómo estaba el mar de Aral, el lago antes de que empezaron a usarlo para el riego de algodón para la industria textil en el 85 y cómo está ahorita, ¿no? Básicamente se secó ya por completo el lago. Y ahorita, ¿qué causó esto? Como está en medio de un desierto y era un lago salado, pues toda esta área es tóxica. Nadie puede entrar por ahí porque pues ahí muere. L'agriculture est divisée en 3 catégories, l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise. L'eau verte est celle issue principalement de la pluie. L'eau bleue est celle qui est captée pour l'usage agricole, donc captée des sources, des rivières, des lacs, etc. Et l'eau grise est l'eau de rejet, celle qui est polluée par les processus de production. Donc dans le cas de la mer d'Aral, le problème... Ok, esos eran los 3 tipos de agua que se usan para el sistema de riego de algodón, que es l'eau verte, que es el agua traída de la lluvia, agua verde, eau bleue, que es el agua de ríos, lagos, etc. Y l'eau gris, el agua gris, que es el agua contaminado. L'eau bleue es el agua azul, ¿verdad? Que es básicamente lo que se usa para la industria del algodón. Le problème a été l'utilisation d'eau bleue, car elle provient d'affluents. Et c'est ça qui pose surtout problème, car ça modifie les cycles de l'eau dans certaines zones. Une étude de 2011 comparait la quantité d'eau nécessaire à la production de différents types de cultures pour la période 1996-2005. Les données datent un peu, mais ça permet d'avoir une première idée. Vous avez le volume en mètres cubes d'eau bleue d'irrigation nécessaire à la production d'1 tonne du produit en question. Et on voit que le coton fait partie des cultures nécessitant le plus d'eau, juste derrière le café. Ça pose problème évidemment dans les milieux les plus arides, puisque cette eau pourrait être utilisée dans d'autres domaines. En Inde, même si la part d'eau bleue utilisée dans la culture du coton est bien moins importante que l'eau verte, son utilisation pose problème. À certains endroits, l'ampleur du détournement des rivières, combinée à la rareté de l'eau, crée un manque pour les populations locales, que ce soit en eau potable ou en eau pour se laver. Ça a un impact aussi évidemment sur les écosystèmes qui se dégradent. Ça peut mener par exemple à une baisse des quantités de poissons d'eau douce, impactant les populations qui s'en nourrissent habituellement. La culture du coton est également une grande consommatrice de pesticides et d'insecticides, dans des pays où la réglementation sur le sujet est souvent bien plus souple qu'en Union européenne. Ça peut impacter la biodiversité en contaminant le sol des champs, mais également le sol des terres en aval via l'écoulement des eaux, donc les eaux grises. Et à forte dose, l'impact sur la santé humaine est avéré. Ensuite, intéressons-nous à la matière star de l'industrie textile, le polyester. Comme on le disait en début de vidéo, c'est un dérivé du pétrole, et un des gros problèmes du polyester, mais aussi des autres matières dérivées du pétrole, c'est qu'il relâche des microplastiques. Plusieurs études ont été menées en Suède afin d'évaluer la présence de microplastiques dans les eaux de la mer Baltique, et également d'évaluer le nombre de microplastiques rejetés dans les eaux usées après avoir fait tourner une machine à laver. Les résultats ont montré d'une part que les microplastiques sont omniprésents dans la mer, pour la Suède en l'occurrence surtout au niveau des côtes ouest du pays, et d'autre part que le nombre de microplastiques rejetés par une machine varie énormément. Entre 5 000 et 5 375 000 particules de microplastiques étaient rejetées par kilo de vêtements. Au final, on estime qu'environ un tiers des microplastiques présents dans les océans et originaires d'Europe seraient issus de nos machines à laver. Une des études explique également que le traitement des eaux usées en sortie de machine influe énormément sur les rejets et peut les réduire jusqu'à 97%. Et bien sûr, la production de vêtements, comme toute production industrielle, est émettrice de gaz à effet de serre. Une étude de 2015 donne par exemple la part des émissions de CO2 dans le cycle de vie d'un t-shirt blanc à manches longues en coton. Ce qu'on voit, c'est que les phases les plus émettrices sont la fabrication, et plus particulièrement le filage, la teinture et la création en elle-même du vêtement, et l'usage par le consommateur du fait notamment de l'utilisation d'énergie lors du lavage et du repassage. Ok, bueno, pues ahorita los veo en 5 minutos porque está cerrando la sesión, ¿ok? Y ahorita le continuamos el video, que al cabo nos quedan 2 minutos nomás.